présence donc, de Bruno Carpentier, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation pour être le parrain de cette première édition. Donc, merci à toi, Bruno, d'avoir accepté. Je remercie aussi l'équipe de la médiathèque, ainsi que toute l'équipe municipale, dont Monsieur le maire, Monsieur Morales. Merci à vous, parce que la réussite d'un salon, c'est aussi grâce aux municipalités qui nous font confiance. Donc vraiment, merci à vous. Donc rapidement, Bruno va nous présenter donc, son nouveau roman, La Source Bleue, aux éditions Melmac. Mais rapidement, qui est Bruno Carpentier? Une carrière militaire à la Légion étrangère, tu décides de te consacrer à l'écriture. On te doit aujourd'hui plusieurs romans, on va en parler, La Source Bleue, mais aussi L'écorcheur de Cadolive et La crypte de Saint-Maximin qui se déroule dans la région. À chaque fois, tu nous invites dans des enquêtes où les indices compromettants croisent les histoires et les langues régionales. Donc, dans ton nouveau, La Source Bleue, édité par Patrick Coulon aux éditions Melmac, tu abordes la présence des Celtes et de la sorcellerie en Provence, mais aussi ce curieux culte de la source et de l'apôtre préféré de Jésus. Dans celui-ci, nous sommes en 2020, c'est le printemps, et le corps mutilé d'une femme est retrouvé sur un charnier celte. Cette affaire est confiée à notre héroïne et commandante de gendarmerie, Anna Boyer, et son acolyte aux méthodes expéditives, Noureddin Zidane. Au fur et à mesure de notre lecture, on comprend très vite qu'il est temps pour notre duo de retourner là où tout a commencé, c'est-à-dire à la source bleue. C'est ça. Donc, justement, pour comprendre un petit peu de quoi ça parle, tu nous as préparé une petite conférence. Ouais. Merci à toi donc déjà pour ce travail. Et je te laisse donc la parole. Ah bah, c'est parti. Alors, je vais m'asseoir, puis je vais me lever, parce que j'aime bien faire un petit peu de gym. Voilà, donc là, on avait la présentation. Qui a été remarquablement faite par Florian. Merci Florian. Moi, pour entrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais un tout petit peu compléter avec, dans mon parcours littéraire d'historien, j'ai publié en 2006-2007 une histoire de la Provence sur la base du fief primitif d'Auriol, pour deux raisons. Parce que Auriol couvre tout le secteur. Vous connaissez bien mieux que moi l'histoire et d'Auriol et de la Bouilladis, comment ça est arrivé. Hein. Donc j'ai publié cette histoire en 2 tomes, et donc nécessairement la Bouilladis, pour tout ce qui est, en tout cas avant le 19e siècle, faisait partie du fief primitif d'Auriol. Ici on est sur le fief médiéval, hein, qui va naître... avec Guillaume le Libérateur un tout petit peu avant l'an 1000, voilà, comme Pépin, Saint-Zacharie, Gréasque, Belcoden, j'ai dit Pépin, je dis la Testrousse, j'en oublie, Saint-Sabournin aussi, etc. Voilà. Et puis je me suis ensuite recyclé dans les romans policiers historiques. Je peux regarder là, moi, c'est vrai. À partir de 2013, quand j'ai démissionné, j'étais sous-chef d'état-major à la Légion étrangère. Je m'étais bien amusé pendant 26 ans. Et puis il me manquait quelque chose, ce rêve d'enfant, qui était d'écrire. J'ai toujours été passionné par la lecture et l'écriture. Et donc, en famille, on a décidé que je contenterais en tout cas moi, de changer de vie. Puis voilà, c'était fait. Et j'ai aussi fait un petit truc, je vous dis ce que j'ai fait, j'étale ma confiture là, mais vous pouvez en profiter parce que c'est en ligne. Certaines, tout à l'heure, quelqu'un m'en a parlé, c'est le blog Histoire et Patrimoine, Uvonne et Merlançon, c'est écrit. Il y a de nombreux articles sur la Bouilladis, la Bouine, un tout petit peu avant, puis Saint-Laurent, encore avant, et puis après, vous avez compris, le fief primitif d'Auriol. Et voici l'adresse, donc c'est hphm.overblog. Alors un avertissement, si vous permettez. Cette présentation n'est pas un cours magistral, j'en ai pas la capacité. Retenez que mon approche d'ailleurs c'est un roman, retenez que mon approche c'est celle d'un artiste. On va prendre un chemin, si vous voulez bien. Le chemin qui est derrière moi, c'est l'historien qui le raconte. Le point présent, c'est le politique qui le gère. Et le futur, celle qui envisage des pistes possibles, c'est l'artiste. Je prends souvent l'exemple de Picasso, il est en pleine période bleue, c'est magnifique, c'est très classique.
Et puis du jour au lendemain, quand même pas du jour au lendemain, mais du mois au mois suivant, il va commencer à casser les corps, déplacer les têtes. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce les drames du XXe siècle. L'artiste, l'écrivaine, le sculpteur, la sculptrice, etc., jette des regards sur l'avenir. Donc, en écrivant un roman, moi je me suis libéré de l'aspect scientifique, historien, où dès que vous affirmez quelque chose, il faut les preuves. Heureusement, c'est la science. Voilà. Mais le roman, moi, m'a permis d'aller un petit peu plus loin et d'imaginer des choses qui ne sont pas encore prouvées, mais qui sont certainement probables, etc. Vous allez voir, ça va se décanter tout doucement. Il n'y a pas de polémique dans ce que je vais dire. Pour moi, c'est strictement factuel. Si je vois qu'on coupe un arbre, ben je dis on a coupé un arbre. C'est tout, je juge personne, la personne qui l'a coupé, la personne qui l'a pas coupé, etc. Avec bien sûr, au cours de cette petite intervention, un impératif pour moi, c'est de ne pas divulgacher l'intrigue. Certaines personnes voudront peut-être lire le livre, d'autres l'ont lu, déjà, je le sais. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas lu, je vais être limité parfois. Je vais devoir m'arrêter pour ne pas aller trop loin, pour ne pas tout vous dire. Jacqueline, il faut quand même qu'ils disent un petit peu. Alors, mais d'abord, je vais vous poser deux questions. Est-ce que... ben non, elle n'est pas affichée. Voilà. La première, à votre avis, quel pourcentage de gènes celtes comporte votre ADN? Le mien, le vôtre. La moyenne des Françaises et des Français, à votre avis? 23 à 30%. Les Bretons, il y en a un pur breton, là, ici, un breton de Provence, entre 40 et 50, les Provençaux entre 10 et 20, vous voyez? Et alors, vous remarquerez que sur chacune de mes diapositives, alors c'est écrit en petit, mais je mets mes sources systématiquement. De tout ce que je vais vous dire, tout est sourcé, documenté. Je n'invente rien, et si à un certain moment, je sors un peu de la preuve, je vous le dirai. Deuxième question, et là, attention, ne vous trompez pas, je sais qu'il y en a une, moi. Ah, alors, à votre avis, combien y a-t-il de sorcières dans cette pièce? Levez la main, on va vous compter. Des sorcières, combien il y en a, Jacqueline? 100%, oui, oui, oui. Tout à fait. Et la preuve, c'est la source aussi liée. Mona Chollet, qui est une journaliste suisse et écrivaine aussi, a écrit un livre qui s'appelle « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » et qui nous a dit que toutes les femmes étaient des sorcières. Voilà. Alors moi, j'ai des tantes, des sœurs, une épouse, des filles, des petites filles, et je peux vous dire qu'il n'y a que des sorcières. Donc, mesdames, vous savez à quoi vous en tenir. Et surtout, messieurs, merci. Alors maintenant, on va entrer quand même un petit peu dans le sérieux. J'ai fait un plan, figurez-vous. Je vais vous dire comment est née l'idée du roman. Alors ça, je vais être assez court là-dessus, parce que je ne vais pas vous parler que de moi, mon roman, etc. Je viendrai demain, vous allez voir, il y a 34 auteurs, autrices, hein, à peu près. 33, voilà. Donc comment est née l'idée du roman? Je suis obligé d'y passer, parce que ça en fait partie. Comment est née l'idée d'un roman qui mêle des Celtes et des sorcières? Vous savez où on est là ici? On est à la Bouilladis et on est en 2024. Des Celtes et des sorcières. Qu'est-ce qu'il nous raconte le garçon? Alors qu'en Provence, c'est des Romains et à Marseille, c'est des Grecs. Autour de cultes anciens et toujours prégnants. Et toujours prégnants. On les croise encore. La première partie, je vais vous parler de la naissance de l'idée, comment vient l'idée, comment ça germe très vite. Hein. Comment je conçois l'intrigue, parce que vous vous promenez, tout à coup vous avez une idée, il y a des autrices là devant moi, il y en a au moins deux. Vous avez une idée, il faut concevoir quelque chose, que ce soit un polar ou pas, il faut concevoir une histoire. Ils se rencontrent, ils ont des enfants, ils se séparent, ils se retrouvent et ils sont heureux. Voilà, une intrigue. Et quand vous avez votre intrigue, eh ben, il faut des personnages. Et ensuite, il faut de la chance. Voilà, et puis c'est parti. Alors, la naissance de l'idée, eh ben moi, c'est venu en me promenant dans la campagne. J'ai été
j'ai été touché par l'invasion galopante et continue des espaces naturels. Pas que selon moi, mais au détriment de la faune et de la flore. Si vous regardez les photos qui sont là, vous voyez que à chaque fois qu'on est dans un espace naturel, donc là on est dans la forêt, la vieille forêt frontière celte qui sépare deux massifs, Vinturos, qui s'appelle Sainte-Victoire uniquement depuis le XVIIIe siècle. Avant c'était bien Vinturos, dieu celte du vent. Et de l'autre côté, un autre massif qui s'appelle Bertania et qu'on appelle Sainte-Baume uniquement depuis le XVIe siècle. Bertania, ça signifierait berceau en celte. Bien. Donc, voilà comment va naître mon idée. Je vois un tuyau vert, vous le voyez certainement vous aussi, ce tuyau vert qui transporte les boues rouges de Gardanne jusqu'à Cassis. Alors, c'est factuel, hein, moi je ne porte pas de jugement. Tout ce que je vous dis, j'essaye d'être factuel. La photo que vous voyez là, c'est en 2013. J'avais publié un article sur les réseaux et j'ai été invité par Alteo pour une présentation. Et la photo qui est là, c'est après qu'ils ont repeint ce que j'appelle le tuyau vert. Voilà. Et donc, il séparerait, aujourd'hui, je me conditionnel parce que je ne vérifie pas, il séparerait les produits, et figurez-vous qu'aujourd'hui, ce qui part donc à Cassis serait traité, le pire serait séparé. On pourrait se réjouir, seulement ce qui est retiré, ce qui est toxique, est déposé au grand air, au sommet d'une colline qui s'appelle Manchegari, et s'il y a des Provençaux ici, ça veut dire Bouffara, et je trouve que la forme trahit le fond. Si vous avez des questions, gardez-les si vous voulez bien, hein, à moins que M. Alain m'interrompe, il n'y a pas de souci. Les travaux d'Enedis aussi. Je me promène et je découvre donc cet enfouissement de lignes. Bien sûr, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'être alimentés en électricité. Hein, vous comme moi, regardez, là, il nous en faut en électricité. Et je contacte Enedis pour pouvoir en parler, voir ce qu'ils font. Et le bureau d'Aix me reçoit et me donne même des photos, puisque là, ce sont les photos d'Enedis. Et toujours en forêt, donc, ces travaux importants qui ont lieu, je crois, entre 2020 et 2021, et qui aboutissent à la construction du poste source de l'Oraison. Donc là, si vous voulez, vous apercevez dans le fond à droite, ça doit être Saint-Sabournin, là, les crêtes au-dessus de Saint-Sabournin, il me semble, mi-mai, Saint-Sabournin par là. Et complètement à gauche, vous avez le Bas au Rouge et le Mont Julien de Cadolive. Donc vous voyez à peu près où c'est. Donc là, si vous voulez, il y a une forêt, et puis, bon, bah, pour notre confort, on a construit ça, très bien. Petite anecdote, je vais découvrir qu'on l'appelle le poste source. Alors que moi, j'ai trouvé la source bleue pour mon roman. C'est cocasse, pour voir. Parenthèse. Cette photo, en conclusion, qui pour moi est marquante, puisqu'on a un mur magnifique, tout neuf, tout beau, et devant cet arbre mort, j'ai trouvé que c'était un petit peu symbolique. Donc vous voyez, tout ça, ça alimente ma réflexion, et puis je me dis, ben, ça n'engage que moi. J'ai des petits-enfants, peut-être vous aussi, et je me dis, qu'est-ce qu'on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va faire, et bon, voilà. Et je décide de porter un jugement là-dessus, de m'engager à mon niveau d'artiste, c'est tout, c'est tout. Et il s'agit maintenant de concevoir une intrigue. Alors, chemin faisant, vous voyez, moi je vais dans la forêt, vous avez compris que je résidais à Cadolive, et je pars vers Aix, je passe par la forêt, Gréas, etc. Et je vois des ouvriers qui creusent la forêt. Et là, je m'approche. Et vous voyez ce trou là, en haut, vert, on voit en dessous où il est exactement, hein, enfin le trou vert, c'est parce qu'ils ont mis des barrières. Et là, je me dis, waouh, et si on trouvait là-dedans un charnier celte, des ossements celtes? Alors pourquoi des celtes? On verra après. Parce que j'aurais dit plus dire, et si on trouvait des ossements, je ne sais pas moi, de Néandertal. Non, non, des celtes. On est bien à 2 pas d'ici. Hein. Donc des ossements humains. Seulement, il y a prescription.
les gars, ils sont morts depuis 2000 ans, quoi. Donc c'est terminé. Alors, on va mettre des ossements récents. Et là, je me dis, super, des ossements de femmes qui se promènent seules la nuit en forêt, donc des sorcières. Et pourquoi des sorcières? On va voir après. Pourquoi? Et voici des Celtes et des sorcières aux sources du Merlançon. Alors il y a plusieurs sources, hein, c'est le principe de quasiment toutes les rivières ou fleuves de Provence. Alors, est-ce que là vous êtes devant quelqu'un qui a des élucubrations romantiques? Sûrement. Mais pas que. Et on va voir, on va entrer dans les détails. Mais si vous voulez bien, maintenant que je vous ai dit comment avait germé l'idée, comment j'avais conçu mon intrigue, hein, donc vous avez compris, un trou, et on va voir dedans, et dedans, il y a des ossements celtes, et puis il y a une victime. Je vous en dis pas plus à partir de maintenant. Ça, vous le savez très vite dès le premier chapitre. Et d'abord, un aboyer. Rapidement, parce que quand vous avez une idée, que vous avez conçu l'intrigue, les personnages, mes collègues écrivaines le diront, le personnage, c'est aussi important que l'intrigue et le fond du roman. C'est important. Si le personnage est raté, tout est cassé. Alors, je ne sais pas si mon personnage est réussi, mais moi, j'ai essayé de faire ça. Une femme, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est elle, Anna Boyer. Et alors là, j'ai dit, hop, ça sera la couverture. Voilà. J'ai voulu casser les codes. Vous savez, c'est toujours le vieil enquêteur qui sait tout, le vieux mâle dominant, là, ceci, cela. Moi, je me suis dit, ben, on va casser cette chose-là et on va essayer de coller à l'actualité sociale. Alors peut-être que je suis entré dans la caricature, j'en sais rien. Toujours est-il que Anna Boyer a 39 ans, elle est divorcée, elle a 2 filles, Manon et Emma, 18 et 15 ans, et elle n'a pas la garde de ses filles. Et là, je ne vous en dis pas plus. Anna Boyer a une certaine personnalité, elle sait s'en servir. Accessoirement, elle est quand même chef de la division homicide de la section de recherche de Marseille. Ce sont des gendarmes et ce sont les experts. Si vous avez vu à la télé la série Les Experts, c'est les gendarmes qui travaillent en civil et c'est exactement ça. Hein. Je travaille avec eux 1 ou 2 fois par mois, je vais les voir, ceux-là. Je veux dire, c'est exactement ça. Et donc, comme j'avais là un personnage très planté d'un côté, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre à côté. Et j'ai pris ce personnage de Noureddin Zidane, un jeune lieutenant, qui lui débarque. Il débarque, il est tout frais, tout émoulu, il est de bonne volonté, mais il va servir de contrebalance à Anna. Voilà. Maintenant, on a notre affaire, c'est fait. On a des Celtes, on a des personnages qui font les enquêtes, section de recherche, on sait que c'est la gendarmerie, on sait qu'on est au mois de mai 2020 et qu'on va retrouver sur un charnier celte une victime. C'est parti. Et là, je m'arrête pour ce qui est du roman. Maintenant, on va parler du fond. Et on passe à la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder Celtes et sorcières aux sources du Merlançon, c'est-à-dire ici dans la région. Bien. Si vous regardez la carte des tribus celtes, est-ce qu'on voit la souris là? Ah non, on la voit pas. Donc là où il y a, où vous imaginez très bien Marseille, comme quand on regarde la météo, eh bien nous avons une tribu celte qui est déjà en place. J'ai bien dit celte, hein, je ne dis pas celto-ligure. Vous savez, quand on dit celto-ligure, il y a des gens qui pensent que Ligure, ben, c'est des Italiens qui sont venus. Non, 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 non. Ce sont les Grecs, les historiens grecs après le 1er siècle de notre ère, qui ont appelé les Celtes de Provence des Lygiens. Ils ont changé le nom, ils ont dit ce sont des Lygiens. Voilà, juste après Strabon, qui est un historien romain du 1er siècle. Lui dit encore les Celtes. Les Galas, on verra pas. Soit. Donc, on a bien des Celtes en Provence, et notamment près de cette grande ville, je pense à Marseille. Et des sorcières, alors, quand je dis sorcières, n'imaginez pas ces femmes qui volent sur des balais, n'est-ce pas, qui vont au sabbat, ceci, cela. Pas du tout. Je vous ai mis une photo qui date de novembre 2022. Et après, comme je disais tout à l'heure à Florian, je pourrais vous parler de lundi. Là. Lundi.
Et aujourd'hui, on dit des cercles de femmes, on ne dit plus le sabbat. Si vous tapez sur Internet cercle de femmes, si vous tapez sorcière moderne ou sœur tiers, comme une sœur, sororité, vous verrez de quoi je parle et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, on va commencer, maintenant qu'on a vu la carte globale des tribus gauloises, approchons-nous, on va commencer à zoomer sur une ville grecque, Massalia. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de Massalia? Vous voyez, vous avez les Saliens et plus précisément les Ségobriges. Et au nord de Marseille, les Comanes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des Celtes à Marseille et est-ce qu'il y a eu des Celtes dans le sud de la France? La réponse d'emblée, c'est oui, oui et oui. Mais ça, il faut encore pouvoir le prouver et aller chercher loin derrière et apporter des preuves contemporaines de maintenant. Elles arrivent. Hécatée de Milet. Hécatée de Milet, c'est le plus ancien géographe qu'on connaisse, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et lui, je vous la fais très courte, il écrit, il dit « Les Celtes sont à Marseille ». Il produit une carte et on voit les Celtes à Marseille. Alors lui, il dit les Keltois. Celtes, Celtes, ce sont les Grecs. Et les Romains disent les Galas, Gaulois. C'est pour ça, des fois, on dit Celtes et Gaulois, c'est synonyme. Oui, parce que les Celtes n'avaient pas d'écriture, n'avaient pas d'alphabet, ils avaient une tradition orale, ils transmettaient oralement. Et quand ils ont reçu une première couche grecque et romaine, ils ont adopté l'écriture des autres. Tout à l'heure, on va voir une dédicace celte en langue romaine. Ils ont utilisé le romain. Pas plus bête que les autres, ils ont dit, vous venez avec vos armes et votre alphabet, on va emprunter l'alphabet. Voilà. Jules César, lui, il dit, ah non, certainement pas. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais on va faire une petite précision pour comprendre pourquoi Jules César dit non, il n'y a pas de Celtes. Et pourquoi, jusqu'à il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, on en était convaincu qu'il n'y avait pas de Celtes dans le sud-est de la France, dans le très sud-est de la France. Jules César veut prendre le pouvoir à Rome, mais il tombe avec deux concurrents. Il y en a un qui s'appelle Crassus, il y en a un qui s'appelle Pompée, et il y en a un qui s'appelle César. On trouve une solution, on va faire un triumvirat. Mais vous savez ce que c'est? Quand il y a 3 hommes pour un coup fin, il y a 2 hommes de trop. C'est pareil à Rome. Le plus fort des 3, c'est Crassus. Crassus, aujourd'hui, on dirait que c'est un milliardaire. Milliardaire. Il est tellement fort, lui, il dit, moi, je vais mettre une raclée aux Perses, je reviens et je prends le pouvoir. Seulement, le problème, c'est que c'est lui qui va la prendre, la raclée. Et Crassus, quand il est mort, les Perses l'ont attrapé et lui ont coulé de l'or liquide dans la bouche. Et lui ont dit, tu aimes tellement l'or, tellement l'argent qu'on va t'en faire boire. Donc, en voilà un de moins. Pompée, lui, c'est pas du tout, il n'est pas riche, et c'est pas un soldat, c'est pas un guerrier. C'est plutôt un homme politique, un petit rusé. Lui, il dit, moi, je reste à Rome. Et il va avoir un allié, parenthèse, qui est Marseille, que d'ailleurs, en 48, avant Jésus-Christ, va venir que Jules César va venir mettre le siège à Marseille. Parenthèse. Donc lui, Pompée, reste à Rome. Et l'autre, qui lui, c'est un guerrier, c'est un soldat, vous reconnaissez Jules, et lui, il dit, moi, je vais donc à l'ouest, et il part à l'ouest, et ce qu'il doit, lui, faire, c'est conquérir ce qui s'appellera un peu plus tard la Gaule, et revenir en triomphateur, pour pouvoir prendre le pouvoir. Il va y arriver. On raccourcit très vite. Et il va produire un ouvrage que vous connaissez, en plusieurs tomes, les commentaires de César. Et les commentaires de César ne sont pas un livre d'histoire, c'est un livre politique. Et vous connaissez cet adage aussi qui dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et il se trouve que là, le gars qui a gagné, c'est Jules César. Et il va faire écrire ce qu'il veut. Le malheur, c'est que l'éducation nationale, jusque dans les années 70, va prendre les commentaires de César pour parole d'évangile. Donc, nous, on va apprendre plein de choses qui sont peut-être pas, je le dis avec modestie, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais qui sont peut-être pas, d'après les historiens de nos jours, qui sont peut-être pas
pas parfaitement justes, les commentaires de César. Voilà. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de Strabon, très vite. Lui, il revient, vous voyez, un petit peu après, quand Jules César est mort, et lui, il rétablit les choses, et il écrit, on a toujours ces documents, hein, l'histoire de Marseille, c'est essentiellement Strabon. Si, ils étaient bien à Marseille. Voilà. Donc, on vient de faire un petit peu, si vous voulez, l'étude des sources. C'est rapide, hein, je sais bien, vite. Donc voilà, est-ce qu'il y a des Celtes ici? Oui, il y en a. Bon, mais c'est bien, jeune homme, vous pouvez me dire, vous nous avez parlé des sources écrites. Maintenant, ce serait bien quand même qu'on ait trouvé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si, quelque chose tout près. Alors, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Preuve numéro 1, le site de Gréasque. À la fin, je me relève, hein, à la fin du 19e siècle, on décide d'exploiter de façon industrielle le charbon. Je ne vais pas vous faire l'histoire du bassin minier de Gardanne, vous le connaissez mieux que moi. On décide d'exploiter industriellement. Donc là, on passe à la vitesse supérieure. Maintenant, il faut qu'on bosse, il faut qu'on extrait le charbon. Et il se trouve qu'on va faire venir des populations. Vous savez, dans le nord de la France, moi je suis originaire des Corons du Nord. J'ai grandi dans les Corons du Nord. On fait venir là des Polonais, surtout. Et ici, je crois qu'on fait plutôt venir des Italiens, il me semble. Hein? C'est ça, monsieur? À peu près. Et il faut les loger. Et donc, pour les loger, alors d'abord, ils vont être logés dans des conditions pas terribles, en forêt de Gréasque, Pépin, Blagouillis, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas. Et puis, à un certain moment, on dit, bon, maintenant, on va leur faire des cités minières. Dans le nord des Corons, ici, on dit des cités minières. Et en creusant, à la fin du 19e siècle, on tape dans une pierre, on dit, bon, encore une pierre, hein, si vous avez creusé ici, quand même pas mal. Et il se trouve qu'on tombe sur un autel votif dédicacé à Bélénos. Il y a Bélénos, le dieu Bélénos romain. Et ça, c'est au village à côté. Si vous êtes allé à Monsieur Bricolage, c'est juste à côté. Monsieur Bricolage. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur Monsieur Bricolage. Bien. Voilà les circonstances de la découverte. Il se trouve que, pour la petite anecdote, le curé de Gréasque, il n'y en a pas. Donc c'est le curé de Saint-Savournin qui vient faire curé de Gréasque. Et là, il dit, bah, écoutez, je prends le truc parce que c'est écrit en romain, donc moi, je connais le romain, donc je vais l'apporter. Et souvent, on a parlé de site de Saint-Savournin. Il est conservé au musée de la Vieille Charité à Marseille, dans le département du Lapidaire. Vous pouvez aller voir. Lapidaire, ça veut dire pierre. Voilà. Enseignement. Eh bien, d'après les archéologues marseillais de la région provençaux, il se peut que cette preuve nous dise qu'il y a 2000 ans, à un endroit qui s'appelait pas encore ni la Bouillédis, ni Gréasque, tout ça, des Celtes célébraient le dieu Bélénos. Et ça va alimenter ma réflexion aussi. Seulement, vous savez, quand on a une preuve, c'est bien d'en avoir d'autres aussi. Il faut essayer de recouper. Parce que, bon, voilà. Alors, on va voir si on en trouve d'autres. Mais avant, on va voir ce que signifie ce qui est écrit dessus. Donc, vous voyez QNV ou QNU. Hein, parce qu'en latin, le V et le U, on le confond. Et la corruption orthographique fait qu'on a dit les deux. Bellino prosuos. Donc, Bellino, c'est le datif. Hein, prosuos, ça veut dire QNU ou QNV, c'est le nom du dédicant, la personne qui a fait graver le truc, qui fait la dédicace. Donc, Abélénos, pro, c'est-à-dire pour moi, pour lui, et les siens. Donc, ça peut être, ça serait, je ne sais pas, Jacqueline, Abélinos, pour elle et les siens. Voilà ce que ça pourrait dire. C'est peut-être Jacqueline, hein, d'ailleurs. Non, ça ressemble. Hein, voilà. Allez, on continue. Et vous voyez toujours en bas, donc, ce que je vous dis là, moi je ne l'invente pas, cet hôtel votif existe, il est à la Vieille Charité, je vous l'ai dit. La personne qui l'a identifié la première fois, etc., c'est Gérard Ricard en 1899.
dans un livre à rallonge, dans un livre dont le titre est très long, et j'ai écrit que monographie, donc c'est monographie des communes de... tout le... Il y en a une rafale. Bien. Alors on va voir si un peu plus près de la médiathèque, il n'y a rien d'autre. Je continue. Et là, on va tomber sur des bronzes à Baume-de-Marron. Vous voyez où c'est? C'est à côté, Baume-de-Marron. Hein. Baume, Balma, la grotte. Et à Baume-de-Marron, voici, messieurs, dames, ce qu'on a trouvé. Donc des fragments d'armes en bronze. Vous avez en haut une flèche à douille. Alors en bronze, hein, tout ça est en bronze. C'est une flèche à douille, ça veut dire que ça a été travaillé. La douille, c'est parce qu'il y a un tuyau qu'on enchasse sur le bout de bois. Hein. On ne fend plus le bois pour mettre un silex. Donc là, on a vraiment fait un pas. On est dans le bronze. Donc c'est vers 750, 600, vous voyez, jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Le bronze va quand même continuer. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Hein. Les gars, ils disent pas, hop, on arrête, demain, on va faire du fer. Pas le bronze. Non, tout ça se tuile et se superpose. Donc on a une flèche. En dessous, on a ce qu'on appelle une bouterolle. Alors vous savez, c'est au bout de l'étui du glaive en bas. Quand vous mettez votre glaive dedans, monsieur, à chaque fois, vous faites un trou au bout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un morceau de bronze, on appelle ça une bouterolle. C'est au bout. Voilà, puis bouterolle. Donc c'est le deuxième truc en V, là, on dirait un boomerang. Et en dessous, donc ce qu'on a, c'est un glaive. Donc on a la poignée en dessous, puis on a un morceau au-dessus. Voilà. Et ça a été trouvé donc à Baume-de-Marron, dans la sépulture dite de l'homme couché. Voilà. Donc, toujours pareil, source Henri Gérin Ricard. Hein, l'image qui est l'illustration, je vais arriver à parler, l'illustration qui est là, je l'ai retirée de ce livre, et je remercie la bibliothèque, de Pépin, qui a un exemplaire de cet ouvrage. Voilà. Donc je suis allé les voir pour pouvoir vous le présenter. Vous avez vu, on a regardé les livres anciens, on a trouvé des preuves archéologiques, mais quand même à côté de chez nous. Et il y a une autre source extraordinaire sur les Celtes, c'est la toponymie. Alors topo, topos, hein, la carte, le lieu, hein, vous avez déjà fait de la topo, vous êtes perdu en topo, et nimi, ben, le nom, donc le nom des lieux. Et un premier nom de lieu, là on va aller chez nos voisins, à côté, puisque l'intrigue se déroule essentiellement, l'épicentre, c'est le village à côté, à cause ou grâce à ce fameux hôtel votif. Hein. Et le village à côté, vous savez qu'il s'appelle Gréasque. Et on va aller très vite. Si vous voulez les preuves, vous pourrez revenir sur mon site internet parce que j'ai publié tout ça. Là, vous avez deux mots. Qu'est-ce qui se passe quand les Romains arrivent? Les Romains vont arriver sur une population qui est préexistante. Et ils vont imposer leur langue administrative. Mais les populations préexistantes, elles, l'administration, déjà, c'est pas simple. Alors, vous imaginez, il y a 2000 ans, disons il y a 2000 ans. Donc, on va trouver un petit truc sympa pour que les gens comprennent, et puis ça va se faire naturellement. On va coller deux mots. Alors là, on va coller un mot celte et un mot romain, latin. Et qu'est-ce qu'on va coller? On va accoler grésum, grésumline, qui signifie eau, et à côté aquae. Et grésumline aquae, grésum aquae, gréas, et hop, on va arriver à gréas. C'est expliqué dans le roman, de façon douce, et j'ai rédigé un article plus détaillé. On a un autre endroit qui s'appelle comme ça, et qui a la même racine étymologique, c'est gréux. Mais alors, regardez bien, eux, ils vont faire carrément 3 fois le même mot. Grésum, ux, aquae, les bains. Au cas où le gars n'a pas compris que c'était de l'eau, quoi. Donc, grésum en celte, aquae en latin, et les bains en français. Comme ça, c'est clair. Voilà. Voilà une première preuve, donc, toponymique.
Mais tout à l'heure, on a dit qu'une ne nous suffisait pas. C'est bien d'en avoir une deuxième. Et puis, si possible, pas trop loin. Alors, on va changer de village. Vous voyez, une fois qu'on arrive à la Pomme, là, on continue. Quand on arrive à la Galère, qui a bien été transformé, ce lieu où, très longtemps, on a fait venir les galériens romains, c'est pour ça que ça s'appelle la Galère. On tourne à gauche, on traverse tout, on arrive au rond-point de l'Europe en bas. Mais avant le rond-point de l'Europe, si vous me suivez, si vous connaissez bien, vous allez passer devant un hameau qui s'appelle Brogilum, qui est un ancien hameau de forestage, où sont arrivés en 1962, je suis pas trop long, où sont arrivés en 1962 les harkis, etc. C'est pour ça que c'est forestage, hein. On les a mis dans un lieu, écoutez bien, dans un bois entouré de clôtures. Ah oui, c'est ça. Si vous y retournez aujourd'hui, on a beaucoup construit, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et à votre avis, Brogilum, c'est un mot qui vient de brogilos. Et en celte, brogilos, ça veut dire bois clos à l'écart. Et si vous habitez à Fuveau et que vous voulez aller à Brogilum, vous allez bien, encore aujourd'hui, en 2024, dans un bois clos à l'écart. Hein. Vraiment, voilà. Donc vous voyez, toutes nos sources sont un petit peu partout. Alors il y en a beaucoup d'autres. J'ai essayé, moi, d'être le plus près possible de la Bouilladis. Si vous voulez aller vous balader au pied de Sainte-Victoire, vous vous souvenez, Vinturos, hein, le dieu du vent, vous pouvez aller voir le dolmen de Morelli. Ou alors, si vous préférez aller à Bertagna, la Sainte-Baume, de l'autre côté, vous allez voir le tumulus des Béguines, qui lui est de l'âge du fer. Bien. Voilà. Je passe, je continue. Hein, c'est rapide, je sais. Mais si vous voulez approfondir tout ça, vous pouvez lire le livre. Et puis ensuite, vous pouvez aussi aller sur le site internet si vous voulez des choses un petit peu plus, une approche plus scientifique. Voilà. Je précise qu'un chapitre bien concret se déroule à la Bouilladis, où nous avons abordé une autre question, c'est un petit peu hors sujet, encore que, où les enquêteurs, parce que dans ce roman, si vous voulez, pourquoi il y a toutes ces recherches? Parce que Anna Boyer et Noureddin Zidane, ils essaient de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces personnes qui ont commencé par assassiner une femme. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Moi, ça m'intéresse parce qu'on est à la recherche du mobile. Et eux, ils viennent à la Bouilladis, parce qu'à la Bouilladis, il y a un psychiatre très connu, etc. Il y en a un autre qui est un peu moins connu, que je connais bien. Voilà. Et ils vont se poser des questions. Je vais vous poser la question, mais on ne va pas répondre. Hein. La réponse, elle est un petit peu sur la gauche. Est-ce qu'il y a 3 ordres dans le monde vivant, le monde animal? Est-ce qu'un animal est vivant? Est-ce qu'un végétal? Bah oui, si je ne l'arrose pas. Voilà. Mais est-ce qu'un minéral vit? Est-ce que ce qui compose cette chaise vide est vivant? Une bonne question. On n'en est pas là, hein, notre société. Déjà, les animaux, c'est pas facile. Même les êtres humains. Soit. Voilà. Donc, vous voyez, et tout ce chapitre-là va se passer pas très loin, ici, un petit peu plus haut, à la Bouilladis. Donc, maintenant, j'espère que je vous ai convaincu que quand on dit qu'il n'y a pas de Celtes autour de Marseille, on se trompe. Alors ça, les scientifiques le savent, hein, mais ce sont des légendes, comme ça. Voilà. On va un peu passer maintenant aux sorcières. Et là, on va arriver dans une zone de plus grande perturbation, parce que il faut faire un effort. Et je sais que ces dames, c'est plus facile pour les dames de faire des efforts. Moi, je le vois quand je propose mon livre, je les dédicace. J'ai beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Donc, on va commencer tout de suite par une imbécilité pour aborder sorcière entre fantasme et réalité. Alors, ce truc stupide, je l'ai trouvé sur le net, hein, mais dans la marge d'un manuscrit qui est conservé à Aix-en-Provence. J'ai oublié le nom, je l'ai quelque part écrit. Donc là, on a la bêtise au maximum. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses là-dedans.
Il y a les cornes de ce personnage. Alors là, on est allé justement se moquer des Celtes, parce que les Celtes adoraient un être qui avait des cornes comme ça, qui était le dieu Cernunnos, c'est le cerf. Et pourquoi c'était un dieu aussi? Parce qu'il représentait le cycle de l'éternité. Chaque année, il perdait ses bois, et l'année suivante, les bois repoussaient. Donc c'était le cycle pour les Celtes. Hein. Pour nous, pour les chrétiens, en tout cas, c'est plutôt l'origine égyptienne du soleil qui est sur sa barque, qui part, qui tombe et qui renaît le lendemain. Donc c'est de là que vient le cycle de l'éternité. Donc on est vraiment, quand on aborde la sorcellerie, on est vraiment entre fantasme et réalité. Mais et réalité. Je voudrais revenir, tout à l'heure je vous ai parlé de Mona Chollet, vous vous souvenez, cette écrivaine suisse qui est aussi journaliste et qui a écrit « Sortir la puissance invaincue des femmes ». Elle a rédigé, alors elle est très féministe, un petit peu beaucoup je trouve, et elle a rédigé, elle a catégorisé les femmes. Alors je vais donner les âges qu'elle a donnés elle, hein, c'est pas moi, hein, je vous le dis tout de suite mesdames. Et donc, la femme oui, elle les a catégorisées sous l'angle du regard des hommes ou de la société. Vous avez d'abord l'insolente, qui a 20 ans. Elle envoie des signaux, elle s'en fiche complètement. C'est la jeune fille, vous savez, qui a sa petite mini-jupe, son grand décolleté, elle s'est mis du maquillage partout, elle va à la fête, bon, voilà. Donc c'est l'insolente. Après, vous avez, selon Mona Chollet, la magicienne. Alors elle a 40 ans, elle a de l'expérience, elle a déjà vécu, elle choisit ses partenaires, elle fait ce qu'elle veut, elle garde toujours le même ou pas, elle fait ce qu'elle veut, elle c'est une magicienne. Voilà. Et puis après on a la vieille peau. Alors elle a 170 ans. Voilà. Alors Mona Chollet, voilà. Donc oui, non, elle est très âgée. Mais quand elle dit la vieille peau, c'est cette femme qui est rejetée par la société ici. Voilà. Et là, vous voyez que déjà, il y a quelque chose d'intangible, là, d'évaporeux, dont il faut se méfier, et dont je me suis méfié dans mon roman. Un fantasme. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire des sorcières de Cassis. Oui, c'est écrit en bas. L'an 1614, le 16 du mois de juillet, 3 femmes masques, on va y revenir à masques, appelées Donne Figonner, Donne Tripière et Grosse Coiffe. Oui, déjà, elles ont des noms sympas. Sont testées et exécutées dans notre lieu de Cassis. Le supplice a été qu'elles ont été étranglées, pendues et brûlées. Voilà. Bien. Il faut savoir que, donc, j'ai récupéré une thèse d'une jeune femme qui, enfin, elle est moins jeune maintenant, puisque la thèse date, je crois, de 91. Elle a fait une thèse sur ce procès, et en fait, ce sont tout simplement des femmes qui ont eu tort de s'opposer à une autorité. Alors, c'est pas toujours une autorité ecclésiastique, hein. Il faut savoir que les clercs, les civils étaient très très durs parce que c'était facile. Hein. Il suffisait de dire une femme vous gênait, la voisine faisait trop de bruit, vous disiez c'est une sorcière. Dans le roman, j'ai pris un exemple que je vais aller chercher, encore une fois à Aix-en-Provence, à la DRAC, hein, dans des documents. Hein. Et donc globalement, une femme devait accoucher, le bébé se présentait par le siège, et qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas un jugement, hein. On est allé voir monsieur le curé a fait des prières, et il a dit, Dieu choisira, elle doit mourir ou pas. Et puis cette femme était vraiment dans un sale état, et elles ont décidé, les femmes, d'agir, et une sage-femme, on dira, alors c'est une sorcière à l'époque, hein, est parvenue à retourner le bébé, enfin je vous la fais simple, hein, et le bébé est né, il n'est pas mort. Seulement le problème, c'est que ça n'allait pas, puisqu'il aurait dû mourir. Voilà. Ces femmes se sont donc retrouvées, étranglées, pendues et brûlées. Parce qu'il ne fallait pas s'opposer à l'autorité. Voilà.
Je précise, là je vous parle un petit peu du clergé, hein, c'est du clergé que je parle. Mais c'est pas du tout la majorité. Hein. Lorsque le marteau des sorcières sort, je crois que c'est au XVe siècle, on va vivre, les femmes surtout, et pas que les femmes, hein, mais surtout les femmes vont vivre des 3 siècles de sorcellerie d'enfer. Quoi. Ça, on brûlait, on torturait, on estranglait à tour de bras. Hein, voilà. Vous avez vu les femmes masques. Vous connaissez ce mot, masco? En Provence, on ne dit pas des sorcières. On va voir qu'on n'a pas dit des sorcières partout tout de suite. Hein. On a des traces toponymiques. Alors, masque, c'est la sorcière. Et on va les appeler beaucoup plus tard, les masques, on va les appeler beaucoup plus tard sorcières, en rapport très précisément avec la source. Je fais encore très vite, hein. Puisque l'eau est considérée comme l'élément féminin par excellence. C'est d'ailleurs là-dessus que je me suis reposé hein, dans mon roman. Si on parle de source bleue, se baignent des femmes il y a très longtemps et retrouvent leur fertilité, c'est le miracle de l'eau. Hein. Lorsqu'on parle des mers de l'Uvonne, vous avez entendu, Matrépous ou Pelcabous, il y a longtemps. Si vous êtes intéressé un petit peu à ça, les mers, c'est les sources. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas complètement faux. Donc ici, à côté, est-ce qu'on a des masques? Vous l'avez lu pendant que je parlais. Quartier de la Masque à Aubergeneuve. Vous voyez, quand vous allez à Aubergeneuve, sur la droite, là, c'est le quartier de la Masque. C'est une femme qui aurait été condamnée et qui était originaire de cet endroit. Juste après Valdonne, on va en reparler de Valdonne, j'accélère. Le domaine des Masques, au pied de la Sainte-Victor, et encore de la pub, ils font un excellent petit vin au domaine des Masques. Voilà. Donc c'est les sorcières, encore. La grotte des Masques, de l'autre côté, là, à Auriol, au quartier dit du Cerveau. Alors Cerveau, vous ne repensez pas au cerveau qui est là-dedans, enfin là il n'y en a pas beaucoup, mais c'est Berceau, Bertagna, Pic de Bertagne, Saint-Pau. Donc c'est vraiment un toponyme du coin. Bien. Je continue. Alors, vous avez vu qu'on a vu fantasme et réalité. Oui, je vous parlais de cercle de femmes, puisqu'aujourd'hui on ne dit plus des sorcières qui vont au sabbat, on dit cercle de femmes. Si vous allez sur Internet, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, vous pouvez faire des recherches, vous allez en trouver beaucoup. Moi j'ai quelques amis, et d'ailleurs sur la photo, là on en verra une, en haut à gauche, la photo date de novembre 2020. Je vous le disais, messieurs, un jour je travaillais sur ce sujet et j'en parlais à une amie qui est écrivaine et aussi qui dirige un cercle de femmes. Et elle me dit, bah, écoute Bruno, si tu veux voir, on t'invite. Et bien sûr, elle m'invite. Et je me retrouve sur le parking du petit magasin à 23h30. Mais tu la connais? À 23h30, me voilà parti. Alors mesdames, je peux vous assurer, je ne la ramenais pas, hein, même après 26 ans de Légion. Je ne la ramenais pas, parce que je suis parti au fond de la forêt, avec une horde de femmes, et ben, je suis toujours vivant. Je suis sorti de ça extraordinaire. D'abord, j'ai eu le courage de sortir de ma zone de confort, je me suis demandé ce que j'allais faire dans ce truc. Je peux vous assurer que j'en suis sorti bouleversé de la douceur, de la reconnexion, de l'intelligence, du calme. Vraiment, c'est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas fait, on vous donnera l'adresse de notre copine. Je suis en train de faire une conférence, je participe au cycle des conférences de la Sainte-Baume en juillet et août. Nous sommes 8 intervenants, vu qu'il y a 8 samedis. Et donc j'étais en train de faire ma conférence, donc on est au milieu des bois, hein, il n'y a pas de micro, pas d'électricité, mais c'est super. Et j'ai terminé, et là je décide de me mettre un petit peu à l'écart, parce que je voulais satisfaire un petit besoin personnel. Et j'avance dans la forêt, j'entends un petit peu de bruit. Et là, cette fois-ci, on est en 2023, ou été 2023 ou 2022. Je ne me souviens pas. Je crois que c'était après, donc 2023. Et c'est la photo qui est en bas à gauche. Et elle dit rien, la photo. Alors, je vais vous proposer d'écouter les danses tambours chamaniques. Ah bah oui, j'ai marqué été 2022, donc c'est été 2022. J'entends en fait des tambours et je m'en vais voir, je vais écouter. Alors bien sûr, on n'est pas sur la sorcellerie où on mange des bébés, c'est débile.
Et là, on est avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc on entend bon, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est de 2022. Et on peut avoir une approche, on se dit qu'est-ce que c'est que ces gamines qui font. Je les ai écoutés, je suis allé un peu voir après, je me suis présenté, tout ça, puis je les ai laissés tranquilles, hein, je suis parti. Ça me semblait très, très sain. Bon, voilà. Et on arrive à la troisième partie. Donc vous avez vu, on a vu comment au début, comment ça germait là-dedans. Ensuite, on a vu qu'il y avait bien des sources. Quand je dis sources, c'est pas ça. Donc, sur les Celtes, bon, maintenant, je pense que vous êtes convaincus, qu'il y avait des rassemblements, parce que c'était ça le sabbat des sorciers, hein, que vont faire ces femmes seules là. Donc on voit que ça existe toujours. Et puis dans la troisième partie, je voudrais aborder rapidement les sources cultuelles que j'ai évoquées dans le roman, le culte de l'arbre roi et le culte de la source. Alors le culte de l'arbre roi, l'arbre que vous voyez là, c'est un chêne immense qui se trouve au village voisin, près des Tennis. Hein, alors maintenant, évidemment, le béton s'est emparé de son environnement. Voilà. On continue. Voyons l'arbre roi. L'arbre roi symbolise chez les Celtes les 3 temps de la vie. D'ailleurs, vous voyez comment on a des fois, vous avez peut-être, mesdames, les messieurs le mettent moins, le bijou, on voit un arbre, il y a le tronc, vous avez les racines en dessous, puis au-dessus, vous avez le bouquet foliaire. Ça représente les 3 temps de la vie. En fait, le tronc, c'est le présent. Je monte les feuilles, je monte au ciel, les feuilles tombent, meurent, et le cycle de la vie recommence. C'était ça, en fait, chez les Celtes, le culte de l'arbre roi. Et quand je pense, je crois que ça existe encore, que c'est toujours prégnant, eh bien, nous avons, moi quand je suis en dédicace, il y a beaucoup de femmes qui viennent avec ce collier, l'arbre de vie. Alors aujourd'hui, commercialement, on dit l'arbre de vie. Hein, voilà. En fait, c'est l'arbre roi. Voilà. Et j'en parle dans le roman. L'arbre vert aussi. Alors l'arbre vert est symbolisé par ce moustachu qu'on voit à droite, là. L'arbre roi, vous voyez bien qu'on l'a féminisé en bas à gauche. Donc, voilà. Donc on a bien là le cycle de la maternité. Et donc la légende de l'arbre vert, eh bien une fois par an, l'arbre redevenait vivant et courait après les gens qui allaient se promener dans la forêt. Je vous fais ça encore une fois, extrêmement court, sur le culte de l'arbre vert. Il y a des livres complets sur le culte de l'arbre vert. Voilà. J'ai abordé le sujet à un certain moment dans le roman. Je voudrais conclure cette diapo en vous parlant du recyclage du culte celte. C'est pareil, les religions, on ne dit pas du jour au lendemain, bon, maintenant les Celtes, c'est terminé, vous arrêtez les gars. À partir de maintenant, c'est le christianisme. Bon, c'est comme ça que ça se passe, en avant. C'est pas comme ça que ça se passe, vous l'imaginez bien, je sais. Il y a des cultes ou des habitudes qui sont recyclées. Je vous parle par exemple de l'eau lustrale. Avant le solstice d'été, avant que le soleil paraisse, on allait jadis récolter l'eau sur les végétaux. Avant, elle ne doit pas voir le soleil. Et on appelait ça l'eau lustrale. C'était recyclé par les chrétiens en eau bénite. On a plein d'exemples comme ça. Notre clergé est organisé sur la base druidique. Voilà. On a le pape Augustin Ier qui dit ses émissaires qu'il envoie à la conquête de ce qui s'appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne. Il leur écrit dans une lettre, dans une lettre qui est conservée, hein, on l'a dans le livre, je l'ai chez moi dans un livre, pas l'après. Il écrit « Ne brûlez pas le temple des païens, ne brûlez pas leurs idoles, arrosez tout d'eau bénite et laissez-les continuer leur culte. » Lui, il avait tout compris. Bien. Donc, un culte qui, j'espère que vous êtes convaincus, existe toujours, alors sous une autre forme. Alors, on parle de néo-druidisme aujourd'hui, de retour à la terre.
Je continue, j'arrive au culte de la source. Le culte de la source est un culte ancien avéré. On prend l'exemple de Glanum, vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas Follet à Glanum, du côté des Baux-de-Provence. Et moi, je me suis inspiré de ces deux sources, surtout. Hein, parce que la source bleue, malheureusement, on n'arrive pas à la retrouver. Glanum et la Jux. Alors, dans la source de la Jux, c'est dans le centre de la France, et on a découvert dedans beaucoup de tablettes de défiction. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une tablette de défiction. Ça se faisait beaucoup. C'est une petite tablette de plomb sur lequel on émettait des vœux maléfiques. Ma voisine est une sorcière, j'espère qu'elle perdra ses dents avant la fin de l'année. Je vous assure, c'est que des choses comme ça. Et on en trouve tout plein, je ne vais pas faire mon... Et on en trouve comme ça beaucoup. Donc, le culte de la source plus près de nous, les mers de l'Uvonne. Vous voyez en bas à gauche la pierre qui est là. J'ai fait la photo le jour où j'avais photographié le site, l'hôtel votif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la fameuse pierre Matribus Upelkabus. On n'arrive plus à rien voir, hein, puisqu'ils la conservent. Ils l'ont mis comme ça, donc elle s'habille, puisque c'est du calcaire. C'est dommage. Bien. Donc vous voyez que ici, dans la région, on en trouve une autre, hein, la même pierre en haut à Plan d'Ops, à la Matribus Alba Ama, la mer blanche. Et on en arrive, j'avance très vite, on en arrive à la légende de Valdonne. Je vais vous parler d'un chemin romain, de Marie-Madeleine et du pèlerinage d'Anne d'Autriche. Je vous sers tout ça extrêmement vite, hein, mais ces trois points sont liés. Là, je vais m'asseoir un petit peu, j'ai mal aux jambes. Alors, le chemin romain. Prenons un chemin. Voilà. Il est tout droit. Hein. Prenons une ville d'un côté, qu'on va appeler Massilia. De l'autre côté, on va mettre une autre ville, qu'on va appeler Tricia. Très rapidement, l'origine Tricia, blé, grenier à blé. Lorsqu'on a fouillé, traite, on a retrouvé des dolias, vous voyez ce que c'est une dolia, une espèce de gros amphore immense, géant, voilà, avec encore du blé dedans, qui était pourri. Hein, voilà. Et pourquoi aller de Massilia à Tricia? Parce qu'à côté, il y a une autre voie, qui est un petit peu plus grosse, qui est la Via Aurelia. La Via Aurelia a été commencée 3 siècles avant notre ère, et puis globalement, elle va de l'Italie jusqu'à l'Espagne. Après Arles, elle rejoint la Via Domitia. Si vous êtes allé à Montpellier par l'autoroute, on la voit sur la droite quand on va vers Montpellier. Des petits panneaux qui expliquent tout ça. Alors, comment s'est fait un chemin romain? D'accord, vous voyez la voie romaine, ça, je ne vous en parle pas. Dessus, vous avez des étapes quand vous partez, parce que vous partez soit à pied, soit à cheval, ou dans une charrette, mais la charrette est tirée par des chevaux. Et vous avez donc des étapes, des petites, tous les 10 milliapassum. Un milliapassum, comme c'est expliqué dans Astérix Obélix, c'est 1400, enfin c'est un petit peu moins de 1500 mètres. On va dire 1400 mètres. Allez, on va arrondir. Et puis, tous les 30 ou 45, donc, vous avez un mansio. Mansio, mas, hein, et aujourd'hui c'est resté, c'est un patronyme. Ma belle-fille s'appelle Mas. Et le mas où vous allez habiter, etc. Alors, je vous ai mis un petit point vert, parce que vous avez compris qu'entre Massalia et le premier point rouge, il y a 10 milliapassum. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 14. Et si je divise 14 par 2, j'obtiens 7. Et il se trouve qu'il y a des noms de villes qui ont pris le nom de la borne, Septem. Alors j'ai barré Septem, parce que Septem ne se trouve pas sur cette voie-là. Mais je voulais vous montrer que la toponymie trouvait bien ses sources, ses racines dans la langue. Bien.
Le Mancio de Valdonne, il y est toujours. Hein. Je suis allé mercredi lors de mon footing, j'avais pris mon appareil photo, mon téléphone, j'ai fait des photos justement pour cette présentation. Le voilà. Il y avait un petit peu de brume, hein. Moi j'aime bien très tôt le matin. Il y avait de la brume, et ça aujourd'hui, ça s'appelle le château de Valdonne. Et le chemin dont je vous parle, vous voyez, il passe sous le porche, voilà. Et ensuite, alors on va moins bien le voir, on voit moins bien là. Si vous regardez, vous voyez la trouée qui est là. Donc on est juste après le château de Valdonne, donc le Mancio, et on part vers Baume-de-Marron. Et si je continue tout droit, que je vais vers Baume-de-Marron, j'arrive à un centre d'épuration d'eau. On l'aperçoit quand on va entre la Gouillet et Valdonne. Hein. Et là, il y a un pont. Et il y a quelques années, j'ai rédigé l'affiche pour la DRAC. Le socle du pont, c'est toujours le pont romain. Alors comment Bruno Carpentier a trouvé ça? Je n'ai pas trouvé. J'ai fait des prélèvements de béton. Ils ont été analysés. Et c'est bien du béton romain. Donc on pense que comme c'est du béton romain qu'on trouve entre les moellons, c'est peut-être que c'est les Romains qui l'ont fait. Alors ça a été remanié, etc. Alors je vous parle de ce chemin, pourquoi? Parce qu'il y a un personnage, et là on va entrer dans la légende. Et après vous allez voir comment on passe de la légende à l'histoire. Il y a un personnage qui viendrait mettre son grain de sel dans l'affaire, c'est Marie-Madeleine. Vous savez que Marie-Madeleine serait arrivée en 44 de notre ère à un endroit qui s'est appelé aujourd'hui les Saintes-Maries de la Mer. Ils quittent ils fuient les persécutions. Ils arriveraient vers 44 de notre ère. Ils sont 72 d'après Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, c'est un évêque qui vit au XIIIe siècle en Italie, jeune, et qui décide de faire une synthèse de tous les saints, un groupe de saints. Il en prend 150 saints ou groupes de saints. Et il y a un groupe de 72, c'est la famille de Béthanie, la famille de Jésus, qui arrive selon la légende, en 44 de notre ère. Toujours selon la légende, Marie-Madeleine prêcherait dans le péristyle d'un ancien temple dédié à Diane. Aujourd'hui, ça s'appelle la Major, ça s'est empilé dessus. On voit encore la chapelle médiévale, et en dessous de la chapelle médiévale, il y a substruction romaine. Et elle prêcherait là pendant 8 ans, et ensuite elle décide de s'en aller au pays d'Aix. Alors on prend un raccourci, nous on dit elle va à la grotte, elle part au pays d'Aix. Elle laisse son frère Lazare, qui serait le premier évêque de Marseille, et elle part. Elle part accompagnée d'un compagnon qui la lâche pas depuis le début, il s'appelle Maximin. Il l'accompagne, lui devient le premier évêque de l'évêque de Aix-en-Provence, et elle rejoint la grotte. Voilà l'histoire. Moi, je la fais s'arrêter au Mancio de Valdonne. Pourquoi je la fais s'arrêter là? Parce que là, il y a deux choses intéressantes. Il y aurait cette source bleue dans la région, et puis Valdonne, c'est le Val de la Daune. Et la Donna, c'est Marie-Madeleine. Et ça, je vais aussi le chercher chez Gérin Ricard. Et lui, je peux vous dire, c'était un historien. Lui, avec les preuves. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir, voilà, c'est écrit en tout petit, La voie antique de Massilia à Tricia. C'est un ouvrage qu'il a publié en 1914 dans la Revue des études anciennes. Bien, si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer les sources. On trouve aussi dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône, dans les cartulaires de Saint-Victor, le chemin royal de Marseille à Saint-Maximin. Si vous allez aujourd'hui, vous allez à Le Terme, puisque cet endroit s'appelle Le Terme au singulier, parce que dans les chartes médiévales, cet endroit est appelé Ad Terminio, c'est-à-dire là où se finit, à l'époque, Marseille. Donc c'est Ad Terminio, c'est pas les termes. Et donc, elle, Marie-Madeleine, prendrait cet itinéraire. Elle s'arrêterait, et là, vous voyez bien qu'on est dans la légende, là, parce que ça, là, je n'ai pas de preuve à vous donner. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Et là, je vous mets une photo d'Anne d'Autriche, vous la reconnaissez bien, son mari Louis XIII, derrière, il me semble bien que ce serait bien Mazarin, et devant, ils ont un enfant. Il se trouve que
Anne d'Autriche a 38 ans, elle n'a toujours pas d'enfant. Et ça, c'est pas possible. Il faut que le roi ait un descendant. Elle occupe les églises en permanence, on la fait prier, on lui fait tout. Et un beau matin, le roi décide qu'elle ira en pèlerinage à Cotignac. Elle fait son pèlerinage à Cotignac, on le sait, hein, puisque la Bibliothèque nationale de France conserve des notes sur son itinéraire, tout ce qu'elle fait. Je vais le faire. Et voilà. Donc, elle va à Cotignac, le chanoine lui note tout ce qu'elle fait. Hein. Elle s'arrête, elle va à droite, elle va à gauche, il note. Bon, enfin ça. Donc on sait tout ça. Et à Cotignac, on lui dit, il faut quand même aller à Sainte-Baume. Parce que c'est bien d'être allé à Cotignac. Vous savez, à Cotignac, c'est Saint-Joseph, le père de Jésus. Et donc, si lui, il a pu être le père... enfin bon, soit, je vous laisse par vous-même, c'est que ça marche. Donc, on va à Cotignac, puis on va quand même à la grotte. Et à la grotte, on lui conseille d'aller, et ça c'est un culte, c'est une légende, c'est un culte. Le culte de la source régénératrice existe partout en Europe. Et donc, on lui dit, tu vas à la source. Voilà. Et figurez-vous que remonte, elle est enceinte. Qu'en concluez-vous? Que la source bleue fonctionne. Et là, on est entré dans l'histoire. Et quand je vous dis qu'on est entré dans l'histoire, c'est que au 19e et au 20e siècle, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez le culte, et ce sont des pèlerinages. Les gens viennent à pied, etc. Ça va s'appeler le Val de la Donne. Val d'Aune, c'est pas un pur hasard. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment ça s'est germé, on arrive enfin à la conclusion. Je vois que Florian est content, il s'est approché de l'apéritif, tout doucement. On a vu comment cette histoire de roman a germé. Vous voyez, ça c'est très personnel, hein. Vous auriez pu réagir autrement, voilà. Vous avez vu comment ça a été construit, sur quelle base, des Celtes et des sorcières. On voit bien que des Celtes, on a des traces. Une certaine conception, un certain regard sur les femmes sorcières. On voit bien que ce regard, il existe, il est là. Et puis on a vu des cultes qui sont toujours plus ou moins pratiqués. En tout cas, qui n'ont pas disparu. Voilà. Et là, j'en arrive maintenant à ma conclusion. J'espère que j'ai été un peu intelligible quand même. Je sais que c'est allé très vite. Mon roman, c'est une œuvre de l'esprit. Hein. J'ai tout inventé. Imaginé donc par un auteur qui a pour objectif de s'appuyer sur des sources confirmées et de vous divertir. J'espère que quand vous lisez, mais on est non pas comme ça, c'est ce qu'on espère aussi. On a envie de faire passer un message, mais on a envie aussi que les gens s'amusent. Parce que moi, quand je lis un livre chiant, quand je lis un livre chiant, à page 15, généralement, voilà, hein, j'ai envie de retirer un petit peu de plaisir aussi. Tout en portant un regard critique sur mon environnement. Voilà. Vous avez vu, hein, dans mon introduction, j'envoie des petites piques à droite, à gauche. C'est facile, hein, moi je fais rien. Voilà. Et vous voyez bien que le chapitre 19, U238, se déroule à la Bouilladis le vendredi 19 juin. Avez-vous des questions? Monsieur le maire. La séquence de danse des sorcières dans le mois de Gréasca. Vous êtes intrigué? Ah oui, moi aussi. Oui. Bah écoutez. Comment vous avez arrivé par hasard sur ce territoire-là Alors je vous disais, je participe avec des gens qui eux sont des scientifiques, des professeurs d'université, sur le cycle des conférences celtiques de la Sainte-Baume. Alors c'est organisé par l'association, il y a quelque chose Sainte-Baume, ça s'appelle. J'ai oublié le nom, Jean-Marc Tenoux, qui est le président, me pardonnera, heureusement il n'est pas là. J'ai oublié le nom de son association. Et donc, c'était mon tour. Et donc, on va toujours au milieu de la forêt. Ça fait partie du jeu, vous voyez. Et juste après moi, il y avait une dame qui s'appelle Myriam Philibert,
et qui, elle, est une ancienne prof d'université, c'est une tête, une tronche, cette femme, et qui est spécialiste des Celtes, et notamment du culte de l'arbre roi, tout ça, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup expliqué. Dans le livre, j'ai mis son nom dans mes remerciements. Et effectivement, je ne m'attends pas du tout à ça, puisque j'ai terminé de parler, je décide de m'isoler un petit peu, voilà, comme je vous disais, puis j'avais envie de souffler aussi, si cela, et j'avance de, je sais pas, 200 mètres dans la forêt, quoi. Donc, moi j'étais fantassin, alors, et donc les bois, on aime bien ça, donc je m'en vais respirer les arbres, la terre, et puis j'entends et plus j'approche, plus c'est mélodieux, plus il y a quelque chose. Et donc, je vous disais, j'ai pris contact. Après, je suis parti parce que je l'ai laissé faire. Et puis, je m'y suis intéressé et j'ai appris que, mais ça ne se fait pas qu'à la Sainte-Baume, hein, mais il y a beaucoup de tambours, de danses chamaniques. D'ailleurs, notre connaissance commune participe aussi, hein, on travaille là-dessus. Et en fait, bon là, on est sur des jeunes femmes qui s'éclatent, quoi, mais elles pourraient aussi prendre de la drogue, faire de, je sais pas quoi, bon, là, je sors du contexte. Mais pour répondre à votre question, j'ai pas du tout fait exprès. Voilà. J'étais miraculeusement guidé ça, mais ça m'a intéressé. Parce que vous vous doutez bien que quand on parle de sorcières, on imagine des femmes sur des balais, ceci, cela. Moi, je voulais voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce regard, toutes ces choses-là. Et quand vous êtes chercheur, moi je suis un petit peu chercheur, quand j'écris un roman, je vais chercher les sources, je vais creuser au propre figuré. Puis là, je tombe là-dessus, je me dis, c'est énorme, quoi. Quand je me fais inviter par cette... notre amie, je dis exprès, je ne dis pas son nom, son prénom, parce qu'il n'y a rien de tabou, mais ce serait plutôt elle de le dire. Voilà, mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est elle. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a vraiment de la matière. Là. Mais j'ai pas fait exprès, non. Mais après, j'ai regardé, mais c'est partout. Hein. C'est partout. En fait, voilà. En fait, vous le saurez en disant, et surtout demain, vous n'oubliez pas qu'il y a, donc pas 39, 33, je me trompe, autrices et auteurs de talent. On en a 2 dans cette pièce. Dans cette pièce, on a aussi une éditrice d'une maison d'édition qui fait un travail formidable, qui n'est pas loin d'ici, qui est aussi dans les territoires, qui s'appelle Rédactive. Voilà. On a aussi la correctrice de cette maison d'édition qui est là aussi. J'en profite pour remercier monsieur le maire qui s'est déplacé. Je fais régulièrement des conférences, à droite, à gauche, ceci, cela. C'est la première fois que l'élu de la ville se déplace. Merci monsieur le maire. Vous, votre équipe municipale. Monsieur Florian Alain, président de l'association Unisson, et Dominique Guénin qui est là. Dominique qui mérite aussi d'être cité et bien applaudi. Monsieur, je ne savais pas que vous seriez là. C'est pas grave. Mais vous savez l'histoire du cordonnier. Voilà. C'est pas grave, on va remercier vos troupes. Mademoiselle Kim Nguyen qui m'a, comme d'autres personnes, qui a envoyé un petit mail pour dire, pour des raisons personnelles, elle ne pourrait pas être là. Puis il y a Delphine et Laetitia. Elles sont là, Bravo ici. Voilà. Et puis vous qui êtes venus quand même assister à cette petite présentation. La parole est à la défense. En tout cas, je terminerai juste en vous remerciant tous d'être venus. Merci à toi Bruno pour cette magnifique conférence. Attention, on suivra d'autres. Vous pouvez applaudir Bruno aussi quand même. Merci. Merci à tous d'avoir été là, merci aussi à l'équipe municipale, merci à la médiathèque qui a fait un travail remarquable sur ce salon, merci Dominique pour aussi d'avoir organisé tout ça. Merci Florian. Et je vous invite, merci à vous, et je vous invite donc à vous faire dédicacer le livre de Bruno, à continuer ces échanges, comme il a dit, autour d'un apéritif là-bas préparé par la mairie. Merci à tous, et on se donne donc rendez-vous demain en face à la salle de 10h à 18h. Merci à tous.